Humaines sont également des grandes vertus cavalières. Alors ça ne passe pas, n'est-ce pas? C'est d'abord la montée, c'est le calme, la gentillesse avec les animaux. Il ne faut jamais se mettre avec les bêtes, il ne faut jamais se mettre en colère. Et puis, il faut comprendre, il faut téléphoner au cheval tout le temps, il faut beaucoup de sensibilité. Les cinéastes aussi ont redécouvert Paul Morand. Milady, peut-être le plus beau texte français sur la passion entre un homme et un cheval, va être tourné cet été. Je suis très content parce que à un moment j'avais failli le faire avec Gabin et puis Gabin n'aime pas beaucoup monter à cheval. Alors je crois que si nous avons Paul Meurice, comme je l'espère, qui est un excellent cavalier, et Rochefort aussi, alors ça sera... Venise, je vous dis, c'est un ouvrage qui avait été écrit, je l'avais écrit dans mon esprit pour quelques personnes qui me connaissaient, que ça pouvait intéresser. Et puis, il se trouve que ça a eu un certain attrait pour les jeunes qui n'avaient pas connu cette époque qui est très longue, qui va pendant 60 ans, n'est-ce pas? Et puis que Venise est en même temps une ville qui vient tout à fait dans l'actualité maintenant, puisqu'elle est menacée de mort, qu'on se demande comment on va la sauver, si on la sauvera. Alors tout ça fait que le livre a un certain intérêt d'actualité que je ne cherchais pas du tout et que j'ai trouvé tout à fait par hasard. Venise, c'est le premier ouvrage où vous parlez de vous, enfin le premier ouvrage. Alors c'est le premier ouvrage où vous parlez de vous, parce que j'aime pas du tout parler de moi. Et je trouve qu'on parle il faut parler de soi dans ses livres, mais pas autrement. Et alors, là, ça a amusé les gens et d'avoir quelqu'un qui a été l'ami de Proust et puis qui en même temps est l'ami de tous ces jeunes maintenant, et tous ces jeunes critiques qui sont tellement brillants et qui font maintenant que nous sommes à une époque de critique de tout à fait premier ordre, à mon avis. Vous dites dans Venise que la vie, c'est le rapport de soi avec le hasard, quelque chose d'à peu près semblable. Mais dans j'ai pas dit la vie, j'ai dit le succès. C'est deux chemins qui se croisent, c'est l'époque qui se croise avec un homme. Il s'agit qu'ils se rencontrent, et qu'ils se rencontrent au bon moment. S'ils ne se rencontrent pas, ils suivent des chemins parallèles. Mais je veux dire, le hasard, c'est jamais complètement le hasard, c'est le hasard qu'on fabrique ou qu'on provoque, non? Dans votre vie, vous savez, s'il fallait parler du hasard, alors on tomberait dans les livres de Monod. Quand Monod dit que l'homme est né par hasard, alors on est obligé de lui dire, mais qu'est-ce que c'est que le hasard? Est-ce que Dieu, c'est le hasard? Dans la collection Bibliothèque de poche chez Gallimard vient de sortir un Paul Morand par Marcel Schneider. Paul Morand se déclare ravi de ce livre. Marcel Schneider me fait un livre tellement gentil, tellement amical et tellement fin. Pour la compréhension de mon œuvre, on ne peut pas rêver mieux. Ce qui est très très frappant, c'est l'actualité de Paul Morand. Tout le monde dit il faut lire Paul Morand, il faut aujourd'hui lire Paul Morand. Comment vous expliquez Vous savez, les écrivains font leur maladie généralement après leur mort. Moi, je l'ai fait au milieu de ma vie. Alors, j'ai vécu en exil pendant une quinzaine d'années. Alors, tout à coup, les gens ont la gentillesse de me redécouvrir quand ils ne me connaissent pas. Et ils sont les jeunes, me retrouver quand ce sont les vieux. Est-ce que vous pensez que c'est le côté prophétique qu'il y a pu y avoir dans certains de vos romans des années 20 ou 30 sur justement l'agonie d'un monde, sur le mal d'une époque? Oui, ça c'est l'avantage d'être pessimiste, n'est-ce pas? C'est que comme notre époque n'est pas très réussie, on a malheureusement trop souvent l'occasion d'avoir prévu les choses. Est-ce que vous pouvez expliquer exactement quel est le... Mais enfin, je suis tout de même assez fier d'avoir écrit en 1926 le jour où les Américains seront bombardés par les Japonais à Pearl Harbor. C'est tout de même 20 ans avant Pearl Harbor. Oui, c'est tout de même pas désagréable. C'est mon succès, comme disait de Bonaventure. Le livre vous présente un petit peu comme un homme qui a eu un tournant dans sa vie. Enfin, il y a la partie Paul Morand, témoin de son époque, et puis il semble qu'à un moment, le témoin soit devenu moraliste. Enfin, c'est présenté comme ça. Oui, c'est vrai, puisque j'ai beaucoup misé sur l'actualité dans les années 20. Berle, dans son dernier livre, Emmanuel Berle, dit que mes livres des années 20-25 sont le journal de bord de l'époque.
Alors, c'est vrai, naturellement, ça a pris un côté vieillot pour les années 1930-1940. Et puis alors maintenant, ça plaît aux jeunes parce que c'est une espèce de monde inconnu d'eux et ça les intéresse. Vous savez ce que c'est, on est toujours honni par ses fils et on est toujours aimé par ses petits-fils. Mais est-ce que vous-même, vous avez le sentiment qu'à un moment, vous avez eu une espèce de recul par rapport à l'actualité Ah oui, contemporaine? complètement. D'abord dans les années 30-40, qui sont des années tout de même très sombres pour l'Europe entière, et puis surtout dans les années 40 à 47, puisque je suis resté hors de France pendant 4 ou 5 ans. N'est-ce pas? Alors forcément, ça a aidé une espèce de recul automatique. Et puis alors, j'ai repris avec les années 50 contact avec la France, j'ai retrouvé Paris et j'ai découvert toute une série de jeunes gens qui commençaient alors, qui s'appelaient Jacques Laurent, qui s'appelaient Roger Nibier, qui s'appelaient Michel Déon et qui justement sont des petits-fils plutôt que des fils et qui réagissaient contre Camus, contre Sartre et contre toute la génération de Saint-Germain-des-Prés de 1944. Ça, c'est le grand problème. Faut-il s'attacher à son temps ou faut-il s'en détacher? Évidemment, le rêve, c'est d'être de tous les temps. C'est d'être en même temps Goethe et Proust. Goethe est bien un homme de son époque et en même temps, c'est un homme universel. Et quant à Proust, n'est-ce pas, ça atteint une telle profondeur qu'il est au-dessus du temps, qu'il a retrouvé non seulement le temps pour lui, mais le temps pour un univers entier qui n'existe pratiquement plus.